son règne, Louis XVI agit sur deux fronts. Il y a la question des institutions et il y a la question des finances. Mais en finançant la guerre d'Amérique par l'emprunt, Necker a rendu illusoire tout espoir de rétablir l'équilibre des finances sans réformer tout le système. Et c'est ce fait qui va précipiter les événements. Necker, justement, donne sa démission en 1780, année de la bataille de Yorktown. Et en 1783, Louis XVI nomme comme contrôleur général des finances Calonne. Celui-ci présente en 1786 un plan de réforme fiscale qui s'inspire de celui de Turgot. Turgot voulait établir une subvention territoriale qui a l'avantage d'être un impôt égalitaire, bien qu'elle ait l'inconvénient d'être un impôt sur le capital. Mais pour établir un impôt égalitaire, il faudrait abolir un certain nombre de privilèges. Or, ces privilèges, ce sont des libertés, ce sont des bornes mises à l'autorité du roi. Et on ne peut pas en être dépossédé, on doit y renoncer de son propre chef. Il y a des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, il y a aussi des villes, il y a aussi des provinces, il y a aussi des corporations qui jouissent de privilèges. Pour mener ces réformes, le roi ne peut pas compter sur le Parlement qui est entré dans une opposition stérile et systématique. Et donc, pour contourner ce Parlement, il réunit à Versailles en 1787 une assemblée de notables, 144 notables désignés par lui, et qui donc représentent la nation. Mais cette assemblée de notables résista fermement à toute tentative de réforme. Le président de cette assemblée des notables, c'était Loménie de Brienne, qui était archevêque de Toulouse. Et il était en même temps le chef de l'opposition. Loménie de Brienne avait été un protégé de Choiseul. Et il était comme lui, bien qu'il fût évêque, un ennemi résolu de l'Église, un ennemi de l'intérieur. Il prétendra tout de même devenir archevêque de Reims, mais le roi refusera cette nomination en disant qu'il faudrait tout de même d'abord qu'il croie en Dieu. Toujours est-il que comme Loménie de Brienne était le chef de l'opposition, c'est lui que le roi désigna pour succéder à Calonne comme contrôleur général des finances. Mais Loménie de Brienne ne réussit pas plus que ses prédécesseurs, et en mai 1787, Louis XVI congédia l'Assemblée des notables. L'Assemblée des notables est dissoute, et Loménie de Brienne tenta alors de faire enregistrer les édits fiscaux par le Parlement. Pour amadouer celui-ci, il fit adopter quelques mesures à la demande de Louis XVI, telles que l'émancipation, c'est-à-dire l'égalité des droits civiques pour les juifs et pour les protestants. C'est Malesherbes, qui appartient à la famille de Lamoignon, que Louis XVI avait chargé de préparer cette mesure. Mais le Parlement avait bien compris que l'Assemblée des notables était destinée à le contourner. Il était donc fort mécontent et restait dans son opposition. Si bien que Loménie de Brienne l'exila de Paris à Troyes. Mais les parlements de province se solidarisèrent avec le Parlement de Paris. Et l'opinion soutint les parlementaires, victimes du despotisme. On finit donc par rappeler le Parlement à Paris, et celui-ci consentit à l'augmentation du 20e. Cet impôt égalitaire établi par Machaut d'Arnouville. Le 20e, je le rappelle, c'est 5% des revenus. Et aujourd'hui, on rêverait d'avoir des impôts avec un taux aussi bas. Mais le Parlement, qui avait ainsi apporté son aide au roi, se sentit enhardi et il publia un manifeste des droits de la nation face au roi. Pourquoi pas un tel document pourrait servir de point de départ pour discuter d'une future constitution, par exemple. Mais Louis XVI ne n'entendit pas ainsi. Il chargea le garde des Sceaux, qui était Lamoignon, de reprendre la réforme de Maupoux et donc de supprimer les parlements. Ce qui, bien entendu, souleva une tempête de protestations. À Grenoble, notamment, eut lieu la journée des tuiles. La foule se mit à jeter des tuiles du haut des toits sur les troupes qui passaient à travers la ville. Il s'agissait du régiment Royal Marine. Et aussitôt après, les trois ordres de la province, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui représentent les états provinciaux de Dauphiné, se réunirent au château de Vizille. C'était en juillet 1788. Mais ces états provinciaux n'ont pas tellement l'habitude de se réunir, et l'Assemblée fut immédiatement la proie des beaux parleurs, des causeurs de salons, de cafés et aussi de loges maçonniques. Si bien que les représentants des trois ordres lancèrent un appel à refuser de payer l'impôt tant qu'on n'aurait pas réuni les États généraux, qui, rappelons-le, ne l'ont jamais été depuis 1614. Réunir les États généraux, cela paraît très suffisant, mais on craint ce qui pourrait sortir d'une telle réunion. Il fallut néanmoins s'y résigner. Et le roi convoqua les États généraux pour le 1er mai 1789. Et en outre, Necker fut rappelé et revint en triomphateur. Necker, c'est l'enfant chéri des philosophes, bien que ce soit lui le responsable de la crise financière. Mais son nom est devenu un symbole, bien qu'il manque cruellement de sens politique, ce qui est un paradoxe, ou peut-être une explication.